Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire sur le projet DreamM. Avant toute chose, je tiens bien évidemment à remercier très chaleureusement l'ensemble des participants, à commencer par le professeur Pierre Champsor de la SFR, le docteur Jean-Philippe Masson, président de la FNMR, Jean-Marc Chevillet, directeur de projet au sein de la délégation ministérielle au numérique en santé, et Oudom Sanit Bresson, Key Account Manager au sein de DocaPost. En ce qui me concerne, je suis Christian Ducron, je suis directeur du développement business au sein de MedSquare, et la session que nous allons mener va être uniquement focalisée sur le projet DreamM. Nous n'allons absolument pas parler de nos solutions, ce n'est pas l'objet de cet échange. Les JFR approchent et vous aurez donc tout le loisir de pouvoir comparer et découvrir les solutions des éditeurs dès la fin de la semaine prochaine. À noter justement que le calendrier de cet échange s'avère particulièrement propice car la publication de l'arrêté concernant la vague 2 du Ségur devrait se faire fin novembre et par conséquent, les JFR seront un moment privilégié d'échange avec les différents éditeurs. Je vais donc laisser la parole à Oudom, qui va animer cette table ronde, dont l'objectif principal est de contribuer à la compréhension de ce dispositif à la fois innovant et ambitieux. Bonne soirée. Merci Christian. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je suis Oudom Sanit Bresson, je suis directrice de compte stratégique au marché santé de DocaPost et je suis ravie d'accueillir tous nos invités pour cette table ronde autour du projet DreamM. Commençons tout de suite par une première question à Jean-Marc Chevillet. Vous êtes à la délégation ministérielle du numérique en santé. Dites-nous déjà ce qu'est l'ADNS et puis racontez-nous la genèse du projet DreamM. Bonsoir déjà, merci pour l'invitation. Bonsoir à toutes et à tous. La DNS, c'est l'entité au sein du ministère qui est directement rattachée au ministre, qui pilote tout le numérique en santé en France. Voilà. De la formation à l'international. Et donc le projet Ségur du numérique en santé, qui vise à faciliter, fluidifier la circulation des documents et qui est doté de 2 milliards d'euros, investissement conséquent et donc projet ambitieux en rapport. Donc effectivement, sur ce projet Dreambox, ce projet autour du partage d'images, on a tous fait le constat, moi le premier en tant que patient, qu'on s'est trébalé avec une pochette de film, le film c'est fini, qu'on rentre de chez le radiologue avec un CD, on ne sait pas quoi en faire, parce qu'on n'a plus le lecteur de CD, qu'on se connecte sur des portails, et c'est compliqué pour le patient, mais aussi pour les professionnels de santé que vous êtes, qui ont besoin de partager des examens pour bien prendre en charge, pour bien nous prendre en charge. Et du coup, ce qu'on vise, c'est que ces images soient accessibles au travers de mon espace santé, l'espace santé de chacun, et que les professionnels puissent les consulter. Voilà. Donc, pour tout résumer, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est un partage au niveau national. Et en fait, ce n'était pas le cas jusqu'à maintenant. Alors, notamment pour des raisons de taille. Hein, c'est pas vous que j'apprendrai que les images sont très volumineuses. Il y a eu des freins techniques, il y a eu plein de freins, mais on a décidé de casser toutes ces barrières et donc d'intégrer le partage des images au Ségur du numérique. Sur la vague 1, on a plutôt travaillé sur les couloirs, on va dire, historiques, hôpital, bio, médecine de ville, radio pour le partage des comptes rendus. Et là, on est dans une logique de consultation en vague 2, et donc on embarque les images. C'est l'objet de ce projet DreamM, alors de créer ce réseau qui est unique, hein, déjà par sa conception, mais aussi unique au monde. On peut aussi se faire un peu de bien, on travaille avec des normes internationales, et effectivement, pour construire un maillage dont on espère qu'il sera exemplaire en Europe, et pas que. L'idée, c'est surtout pas de faire une super archive, il n'y aurait aucun sens à archiver les images au niveau national, ça coûterait très cher, et finalement, en termes de métier, ça n'apporterait rien. Donc l'idée au niveau de l'État, c'est de construire pour vous, pour permettre de partager vos images. Ce maillage, j'ai un index, c'est-à-dire que la puissance publique va mettre en place l'index, va l'opérer, et avec cet index, on pourra pointer sur chaque box qui équipe les sites, et donc pour aller chercher les images et les partager. Donc on parle de partage, on parle de collaboration, on a entendu parler d'usage du point de vue des professionnels. Professeur Champsor,
du point de vue du secteur public et des radiologues en hôpital, qu'est-ce que ça va changer? C'est essentiel de pouvoir avoir accès à l'ensemble des images qui ont été faites pour un patient. La première des choses, c'est quand un patient arrive pour un examen, il faut savoir s'il n'a pas déjà eu cet examen récemment, s'il faut vraiment le compléter, et d'avoir toute l'histoire de l'imagerie, des examens radiologiques du patient sur la question posée, sur la pathologie qu'il a. Ça peut être pour le radiologue pour le comparer, ça peut être aux urgences, s'il arrive aux urgences, c'est un vrai sujet, parce que ça peut des fois faire gagner un temps très précieux pour sa prise en charge, ça peut être en consultation, et donc c'est essentiel que l'on ait accès à cet élément qui est devenu clé dans le dossier du patient, qui est la radiologie. Alors avec la vague 1 du Ségur, on a mis disponible finalement le compte-rendu, mais les images, c'est également très important, parce que ça permet de voir les choses, de pouvoir comparer s'il y a une évolution, de pouvoir se faire une idée précise si on doit faire un geste chirurgical ou une intervention autre. Donc, c'est véritablement une amélioration énorme, parce qu'aujourd'hui, le patient, eh bien, il doit se trimballer avec ses examens, ses CD, qui posent un problème parce que un temps de chargement d'un CD, c'est extrêmement long, c'est pas toujours facile. Et donc, on a véritablement une accélération de l'accès à l'information qui aujourd'hui n'était pas disponible. Et cette information, elle est essentielle à la bonne prise en charge. Et donc, c'est essentiel pour les radiologues, c'est essentiel pour tous les médecins, c'est essentiel pour le patient, surtout essentiel pour sa bonne prise en charge, d'avoir cette information qui a existé, qui a été faite et qui pourra être présente au moment d'une décision. Ne pas refaire des examens inutiles, prendre la bonne décision plus vite, c'est essentiel. Et si je peux me Bien permettre sûr, je vous en d'ajouter prie. quelque chose, et j'en profite, je crois que quand vous nous voyez échanger, vous comprenez que ce projet, il est commun. Et qu'on n'aurait rien fait sans les radiologues, hein. C'est 2 ans de travail. Ils y ont passé beaucoup de temps. Et j'en profite pour les remercier parce que c'est un vrai projet d'usage. Et quelque part, nous, on est juste là à leur service. Non, je rebondis aussi parce qu'avec Jean-Philippe, on a la caractéristique en radiologie, je crois, ce qui n'est pas commun partout, de porter des projets communs qui traversent les libéraux et les hospitaliers. Et qu'à un moment donné, on est capable de participer à des projets avec l'intérêt du patient au centre pour définir un projet qui est au service du patient et qui pourrait être une pierre angulaire dans son service. Et c'est vrai que ce projet, il avance quand même très, très vite. C'est vrai que c'est assez remarquable de trouver cette collaboration entre la tutelle et à la fois les radiologues publics et les radiologues privés. Jean-Philippe Masson, du point de vue des libéraux, DreamM. Alors, du point de vue des libéraux, DreamM, c'est quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps, hein. Ça fait depuis la création du DMP, on s'est dit il faut qu'on puisse avoir accès aux images. Et on savait que le compte rendu, on y aurait accès parce que c'était du PDF à l'époque. Maintenant, c'est plus compliqué. C'est des termes que je ne connais même pas, que je ne veux surtout pas connaître. Mais donc, on part du compte rendu et on va aller chercher les images. Donc, au début du DMP, on m'avait expliqué que c'était illusoire, que ça serait jamais possible. Là, je vois que le ministère a su s'affranchir d'un certain nombre de rigidité, nous dirons, et donc ça fait très plaisir. Alors Pierre a dit effectivement, en fait, le patient il est libre, il circule librement entre les différents secteurs, entre le secteur hospitalier, entre le secteur libéral, et on voit qu'actuellement les difficultés qu'on a quelquefois, c'est pas avec les radiologues hospitaliers. Les difficultés, c'est avec les DSI. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui nous regardent ce soir, mais les DSI hospitaliers sont quelquefois frileux, et ne veulent pas que les radiologues libéraux aillent chercher des images et des examens qui sont réalisés dans les hôpitaux de façon à pouvoir comparer avec le patient qu'on a à ce moment-là sur notre scanner. Et ça, pour la bonne prise en charge du patient, c'est absolument fondamental. Et on travaille tous avec des consoles où il y a double écran. Et c'est vrai que quand on a pris l'habitude, on a un cliché qui s'affiche sur l'écran de gauche et on a l'ancien examen sur l'écran de droite, automatiquement, c'est très difficile de ne plus fonctionner comme ça. Et je pense que Dream permettra effectivement d'aboutir à ça. Merci Jean-Philippe Masson. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a commencé cette discussion sur les usages, mais peut-être qu'il faut quand même plonger un tout petit peu sur comment ça marche, DreamM, et qu'est-ce que c'est, Jean-Marc Chelier.
Alors effectivement, on peut rentrer dans le comment ça marche. Déjà en termes de conception réglementaire, hein, on en a fait dans notre mécanique du Ségur, qui encore une fois, je le rappelle, est doté de 2 milliards d'euros, un couloir à part entière, ce qui permet de l'instruire en tant que tel, ce qui permet aussi à chaque éditeur de se positionner. On a fait volontairement le choix de pas l'intégrer parce que c'est vraiment un objet à part entière. J'insiste là-dessus. Donc, on a créé ce qu'on appelle, nous, des DSR, hein, c'est nos documents cadres réglementaires. Un pour le RIS, en vague 2, donc qui va arriver, et donc un pour la Dreambox. Donc, on est vraiment dans une logique. Après, il y a forcément des dépendances entre les deux, mais tout ça se fait au travers d'un cadre normé, ce qui permettra aussi, on l'espère, de faire des petits sur les autres pays, si vous me passez l'expression. Et donc la Dreambox, elle a 2 fonctions essentielles. Finalement, pour partager, il faut mettre au partage, et puis après, il faut consommer. Le point de départ, c'est cette Dreambox source. Voilà. C'est elle qui va aller chercher les images à l'endroit où elles se trouvent, donc sur un PAX, hein, que ce soit PAX d'établissement, de GHT, régional, peu importe. On a conçu le dispositif pour qu'il puisse s'adapter. Si on est dans le cas d'une utilisation, je vais dire, simple, dans le cas du patient, par exemple, mon cas, voilà, ou le cas de n'importe qui d'entre nous, on a un compte rendu, on va cliquer sur le lien et ça va aller chercher les images à l'endroit où elles se trouvent. Si on a un besoin un peu plus expert, par exemple, on a un patient qui vient chez le professeur Chamsor, on lui fait un examen, il repart dans sa région d'origine, il se retrouve chez le docteur Masson. Le docteur Masson, à ce moment-là, au travers de sa Dreambox consommation, va pouvoir aller chercher les images directement à l'endroit où elles se trouvent. Tout ça en passant, et là, j'insiste aussi auprès des DSI qui nous écoutent, au travers des DMP, qui va permettre d'assurer l'authentification. On a toute une couche sécurité aussi qu'on va voir un petit peu après. En tout cas, votre souci sur la sécurité, sur l'authentification, il est bien pris en compte. Du coup, le workflow simple. Je l'ai dit, chaque éditeur est libre aussi de sa solution technique. On peut faire du cloud, on peut faire une installation locale. Je dirais, peu importe, il n'y a pas de bonne ou mauvaise architecture, hein. Il y a juste des contextes d'installation et d'utilisation. En termes de workflow, sur la Dreambox source, on publie le compte-rendu validé avec l'INS, hein, bien entendu. On envoie le compte-rendu validé vers la Dreambox. La Dreambox interroge le PAX pour récupérer les métadonnées de l'examen. Elle crée l'index de l'examen, ce qu'on appelle le COS, dans notre vilain jargon, et on le publie dans le DMP du patient. Le DMP stocke les COS, et donc ça, c'est le rôle de la puissance publique, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est cette fonction d'index. Voilà pour la partie source. Si on passe sur la fonction consommation, qui est plus celle qui vous intéresse, on a donc une première étape sur la partie consultation. On le voit à l'écran, c'est déjà d'aller s'authentifier sur ProSanté Connect. Donc à ce moment-là, on va s'assurer que le médecin qui va chercher les images est bien le bon. Ensuite, le professionnel de santé consulte le DMP du patient. Je rappelle qu'à nouveau, que toute cette architecture est bâtie autour du DMP. Donc oui, c'était il y a 20 ans, mais on y arrive. En tout cas, on s'appuie sur cet objet-là. On sélectionne le patient dans l'interface de la Dreambox que vous voyez à l'écran, par exemple. Donc, on est sur quelque chose de très visuel. Hein. Vous avez une liste de patients, vous cliquez dessus. Et à ce moment-là, la Dreambox consommatrice va pouvoir aller télécharger les images depuis la Dreambox source, ce que vous voyez là apparaître à l'écran. Voilà, donc on vérifie toujours l'authenticité auprès de l'annuaire de santé. On est toujours aussi dans cette logique à la fois d'authentification et de sécurité. La Dreambox, du coup, renvoie l'examen sélectionné. La Dreambox consommatrice la récupère et donc on importe les images dans le PAX et vous pouvez faire du comparatif sur vos 2 écrans tel que vous l'avez indiqué. Je dirais que c'est aussi simple que ça. Alors, dans les entrailles de la technique, vous pouvez imaginer que c'est un petit peu plus compliqué, mais ce qu'on soit bien s'exécute bien et je pense l'avoir bien conçu avec vous, donc on est confiant sur l'exécution. Et si je peux me permettre de rajouter un détail, les prérequis que nous avons donnés au ministère, c'était que
tout le système, que ce soit pour les comptes rendus ou pour les images, ça doit être totalement transparent pour le radiologue. Le radiologue est déjà débordé, il ne faut pas lui demander de faire quelque chose de plus et surtout de compliqué. Et là, on a une transparence totale et c'est ça qu'on recherchait. Ça me semble tout à fait limpide et les flux et les diagrammes, je pense, ont beaucoup aidé. Ce projet, il suscite énormément d'enthousiasme, de questions. Je crois que la FNMR a lancé une étude flash et qui va être publiée la semaine prochaine au JFR. Jean-Philippe Masson, qu'est-ce qui a motivé cette étude? Et puis, si on peut avoir la primeur des conclusions, on est preneur. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette étude? Je vais faire quand même les hommes politiques, c'est-à-dire que je vais pas répondre à la question. Qu'est-ce qui a motivé cette étude? La FNMR, c'est la Fédération des médecins radiologues, c'est le syndicat des radiologues libéraux. Il n'y en a qu'un seul, c'est ça. Et on est au service des radiologues. Donc, on essaie de faciliter la vie du radiologue. Là, il y avait cette Dreambox. On a fait une enquête flash, pour le coup, où on a demandé aux radiologues s'ils savaient ce que c'était que la Dreambox, ou s'ils savaient à peu près, ou s'ils savaient pas du tout. Et 70% des radiologues ne savaient pas ce qu'était la Dreambox. Ils n'avaient pas la moindre idée. Donc, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Et donc, on a sélectionné 5 questions, et ces 5 questions, on les a posées au ministère, bien sûr, pour avoir le code source, si j'ose dire. Et on les a posées aussi à tous les éditeurs de RIS ou de PACS ou constructeurs pour savoir s'ils envisageaient de fabriquer une Dreambox et qu'est-ce qu'il y avait dedans, et de répondre à ces mêmes questions. On a eu la surprise, je vais quand même vous dévoiler un petit peu les résultats, on a eu la surprise de voir qu'il y avait un certain nombre de gros constructeurs de matériel radiologique qui ne fabriqueraient pas de Dreambox et qui sous-traiteraient, disons, à des éditeurs spécialisés dans ce domaine. Maintenant, ce ne sont que des questions. Donc, le vrai travail va être fait à partir des JFR, où on va essayer de faire un travail documentaire pour faire une vraie comparaison des Dreambox, voir ce qu'elles ont dans le ventre, de façon à ce que quand les radiologues auront à choisir la Dreambox en début d'année, à peu près, en fonction de la vitesse des éditeurs aussi, ils auront de quoi vraiment pouvoir comparer, parce qu'ils connaîtront les fonctionnalités des Dreambox et surtout, ils connaîtront le prix des Dreambox. Parce que les radiologues, ils investissent sur leurs fonds propres et donc ils ont besoin de savoir où ils vont. Donc, rendez-vous au JFR pour avoir les conclusions que nous n'aurons pas ce soir. Par contre, vous avez parlé de savoir ce qu'il y avait dans le ventre des Dreambox. Je crois savoir, Jean-Marc Chevalier, vous avez lancé un projectathon la semaine dernière. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Effectivement, c'est tout chaud. En fait, il y a 3 étapes importantes. Il y a eu cette première étape de conception où, sur le papier, on a fait quelque chose qui marche. Donc, si ça marche que sur le papier, ça ne va pas rendre beaucoup de services et pas déclencher beaucoup d'usages. Et avant d'aller sur le terrain, on fait une sorte de laboratoire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et quand je dis c'est aussi simple que ça, on a réuni tous les éditeurs, alors sur base du volontariat, bien entendu, à venir nous rejoindre. Donc nous, on a mis en place un DMP de test, on a mis en place tout un tas de dispositifs, et ils sont venus tester avec nous. Et donc ça, c'était la semaine dernière, très intense. 3 grosses journées. Une première journée, on va dire, de mise en œuvre, où là, c'était très technique. Une deuxième journée où les éditeurs ont testé avec nos services. Voilà, donc on a fait du 1 pour 1 et on a vérifié que ça marchait unitairement. Ça, c'était le deuxième jour. Là où ça devient très intéressant, c'est le 3e jour où les éditeurs ont commencé à tester entre eux. Puisque pour que ça marche, et on l'a vu, le partage il est national, il n'y aura pas la même Dreambox chez M. Champsor que chez M. Masson, donc ou peut-être, mais en tout cas on part du postulat que ce sera différent, et donc si on veut vraiment que ça marche, il faut que ce soit indépendant des éditeurs. Et donc il faut que ces tests croisés fonctionnent pour qu'on puisse passer à l'étape terrain. Voilà. Ça s'est très bien passé. Voilà, les éditeurs, déjà, ils ont joué le jeu. C'est pas évident pour les éditeurs de se mettre en situation et puis finalement de collaborer avec les concurrents. Il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, quelque part, aussi d'aider les concurrents à progresser. Vous avez les résultats. On voit qu'on a validé beaucoup d'échanges. L'échange de box à box fonctionne. Donc, ce qu'on a vu sur le papier, ce qu'on a imaginé avec vous, uniquement box à box, ça fonctionne dans le laboratoire. Et ben maintenant, il faut passer à l'échelle, commencer les déploiements, ce qu'on va pouvoir faire prochainement, puisque en termes de timing, de plan de vol,
On va publier, et ça a été dit tout à l'heure, d'ici fin novembre, tout le cadre réglementaire. Les commandes vont pouvoir être prises pour les premières d'ici la fin de l'année et on va attaquer le déploiement fin du premier trimestre. Donc, en tout cas, on sait que ça fonctionne unitairement et que ça va marcher tout simplement. Projet donc très prometteur, très enthousiasmant. On voit que toutes les parties prenantes sont là, que ce soit les éditeurs, les industriels, les radiologues publics et privés. Super. Alors, peut-être une dernière question, professeur Champsor. Si on pouvait rêver, ce serait quoi la suite de DreamM? Déjà, la première étape, c'est d'amener ce projet à sa mise en œuvre. Parce que là, on voit bien qu'il y a un énorme travail qui a été fait avec tout un cahier des charges, des industriels qui se sont mis à la table pour travailler. Je crois qu'il faut les remercier. Ici, ce soir, MySquare, mais tous ceux qui vont apporter des solutions parce que rien ne se ferait si les industriels n'investissaient pas sur ce secteur et sur un secteur national. Hein, j'insiste là-dessus parce qu'on voit bien que, tout à l'heure, Jean-Philippe disait que des industriels ne répondraient pas parce que probablement leur périmètre est mondial et peut-être ils ne voient pas aujourd'hui l'utilité de développer des outils pour un segment de marché. Peut-être que la France, Jean-Marc, comme tu le disais, finalement est en avance sur d'autres pays et que la communication de l'imagerie s'étendra à un moment donné. Peut-être que la France va créer un nouveau standard en la matière. Donc je crois qu'aujourd'hui, notre challenge, c'est de mettre ça en œuvre et que ça marche. Et on voit bien que toutes les briques sont là, mais qu'il va falloir tous investir. La communauté des radiologues hospitaliers et libéraux sont engagés pour accompagner le ministère dans ce projet. Je crois que c'est très important de dire qu'on est libéraux et publics engagés pour l'accompagner, pour que ça soit mis en œuvre, parce que il va falloir que ça soit déployé partout. Parce que pour que ça fonctionne, il faut que les box soient installées, qu'elles soient connectées et que tout le monde les utilise. Donc je crois que ce challenge pour les 2 ans à venir, il va bien nous occuper. Après, on pourra passer peut-être à la vitesse supérieure à d'autres choses, mais déjà, je crois que c'est une étape monumentale et que la France sera le seul pays au monde à faire en sorte que pour l'intérêt du patient, où qu'il aille, eh bien, les médecins pourront consulter ces images pour sa prise en charge. Et c'est une véritable révolution, même une révolution psychologique. Vous savez, quand un patient arrive en consultation et qu'il arrive avec un sac plastique plein d'examens d'imagerie, pour le médecin, c'est une angoisse. Il va falloir trier le bon examen, voir ce que c'est. Quand il va regarder sur sa liste de la Dreambox et dire je veux comparer le dernier scanner abdominal parce que c'est ça qui m'intéresse, c'est déjà un gain de temps phénoménal. C'est déjà un effet repoussoir de la prise en charge qui est énorme. Donc je crois que notre challenge aujourd'hui, cette ambition, parce que c'est une ambition nationale, il faut qu'on l'accompagne, qu'on la mette en œuvre et qu'elle fonctionne. Et je crois que c'est déjà une magnifique étape pour nous tous. On est tous prêts, je crois, belle énergie, énorme challenge, mais une belle révolution pour les professionnels comme pour les patients. Donc, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses ce soir avec nous. On ouvre maintenant le temps des questions et on en a déjà quelques-unes qui ont été postées au fil de notre discussion. Alors, je commence par une première question que je vais retrouver qui était sur... Voilà. Pascal Girard qui nous demande, on aura accès à un examen ou à l'ensemble des examens? Alors, je crois qu'on a répondu à la question en cours de route. Elle est plutôt pour moi, je pense. L'idée, effectivement, c'est d'avoir accès à l'ensemble des examens. Je pense que la question est probablement celle des antériorités. C'est-à-dire que quand on a accès à un examen pour faire du comparatif, vous l'avez dit, il y a besoin d'avoir l'antériorité. La mécanique de partage, elle est axée au travers du compte-rendu et de tous les mécanismes d'authentification aussi que vous avez vus, d'identification du patient, de l'INS, ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir reprendre les anciennes images. On ne va pas a posteriori aller reconstruire des comptes rendus qui existent déjà, notamment pour rajouter ce fameux lien. Par contre, à partir du moment où c'est installé, et donc c'est important finalement que ce soit installé le plus vite possible partout, c'est qu'on va construire cette histoire de santé, on va construire cette histoire d'imagerie. Et donc effectivement, dans quelques années, on pourra accéder à un examen en cours, mais aussi l'antériorité qui aura été mise en place, qui existera plus exactement, depuis l'installation de la Dreambox. D'accord, vous avez mentionné l'INS et justement, je vais regrouper un certain nombre de questions autour de l'identification du patient parce que il y a plusieurs questions entre combien de PACS finalement implémente l'INS, comment on fait pour réconcilier quand on a des NIP différents, comment on fait pour les étrangers. J'ai groupé les questions, mais c'est un peu...
Alors effectivement, et notamment pour les raisons qui ont été indiquées, c'est que les multinationales, elles vont y venir, mais il faut un peu de temps. Avant que tous les PACS implémentent l'INS, il va falloir beaucoup de temps. Donc cette contrainte, on l'a prise en compte dès le départ. Et sans aller trop loin dans le détail technique, la partie exposée au DMP de la Dreambox va manipuler l'INS. Et après, à l'intérieur de la Dreambox, il y a un mécanisme de correspondance qui va permettre d'aller requêter les PACS, notamment sur base d'IPP, donc d'avoir l'identification locale. C'est aussi ce qui rend le partage possible à l'échelle nationale, c'est que finalement, cette Greenbox, elle va faire l'interface entre cette notion d'INS, cet identifiant national qu'on a tous, qui est unique, et des identifications locales. Voilà, donc on s'est, je dirais pas affranchi, mais au contraire, on a intégré cette question-là de la montée en puissance des PACS sur l'INS pour apporter des solutions pratiques et opérationnelles dès maintenant. Très bien, donc déploiement progressif et donc oui, en fait, on n'en est pas dépendant. Effectivement, ce sera mieux. Je me lance dans 5 ou 10 ans quand tous les PACS implémenteront l'INS, mais on n'allait pas attendre pour ça. Non, c'est sûr. Une autre question de Christina Bertini qui nous demande, qui nous dit: il me semble important de préciser que depuis la Dreambox consommatrice, il devrait être possible de visualiser l'examen sans réaliser un transfert d'ICOM qui pourrait être très long, mais que le transfert est possible si nécessaire pour utiliser les outils de post-traitement locaux. Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, effectivement. C'est dans le workflow que j'ai montré tout à l'heure. Alors, j'ai été peut-être un tout petit peu rapide, mais il y a ces deux fonctions essentielles dans la Dreambox. Il y a la possibilité d'être accessible, on va dire, à un médecin généraliste ou un patient qui va pouvoir, au travers du compte-rendu, consulter les images dans un viewer qui va se charger directement, qui sera le viewer de l'éditeur, un petit peu comme les CD aujourd'hui. Et cette fonction également, effectivement, qui est plus experte, qui va s'adresser donc aux médecins experts et aux radiologues. On pourrait prendre plein de cas, la neuroradio, on pourrait prendre tout un tas de sujets. Et effectivement, là, on va télécharger les images et on va pouvoir faire du comparatif, de la reconstruction. J'en profite aussi pour faire une toute petite parenthèse, j'en ai pas parlé, sur la médecine nucléaire qui a aussi contribué, qui est aussi concernée. Et effectivement, on pourra refaire de la fusion a posteriori sur ces examens. Donc on a bien ces deux types d'activités en fonction des gens qui vont l'utiliser, que ce soit des professionnels de santé experts ou plus orientés grand public. Et pour conclure, en fait, c'est toute la force du système. C'est qu'on a conçu, encore une fois, avec les radiologues, un système qui permet de répondre à ces deux besoins, un besoin de diffusion large, de partage large, et un besoin de partage plus ciblé en fonction des types de pathologies. Merci beaucoup. Une autre question sur... alors, encore un peu du réglementaire, je suis désolée. Encore pour moi. Les PACS locaux devront stocker les images reçues via la Dreambox et pour combien de temps? Quelle durée réglementaire est prévue? Surtout si les images de comparaison ont servi pour une interprétation. Sur les questions de réglementation, sur la conservation des images? La conservation, elle est régie par plusieurs règles de nature différente. Ça dépend déjà de l'âge du patient. Chez un enfant, elle va être beaucoup plus longue que chez un adulte. Elle dépend d'un certain nombre de cas particuliers, médico-légaux, mais on est à 20 ans de conservation. Mais on peut imaginer que la conservation, elle est nécessaire et justement utile et réglementaire dans l'établissement qui est natif. Là, on est sur une intermédiation qui est la Dreambox. On peut considérer qu'à un moment donné, il y aura un washout, elle va nettoyer sa base, et on ne peut pas lui demander d'être à nouveau une nouvelle base réglementaire. Donc, je crois que les réglementations qui sont celles aujourd'hui de la conservation des images qui peuvent durer très longtemps, elles s'appliquent au centre natif qui a l'image. Parce que, imaginons qu'une Dreambox efface sa mémoire. On peut redemander après d'aller voir cet examen s'il est toujours conservé dans la détection de départ. Donc, je crois que la réglementation ne s'appliquera pas dans ce cadre-là et qu'on restera sur le rythme réglementaire pour établissement source. De toute façon, Jean-Marc l'a parfaitement dit, il y aura un viewer léger pour le spécialiste ou le médecin qui n'aura pas besoin de faire de vraies comparaisons en DICOM, etc. Et pour le radiologue notamment, ou pour certaines spécialités, il va récupérer les images sur son système à lui, mais il est bien évident qu'il ne va pas les garder ensuite.
C'est exactement le même système que le léger ou lourd pour le viewer en fonction des besoins qu'il a pour faire son travail, son interprétation, sa comparaison. Donc non, il n'y a pas les images qui rentrent dans le PAX, si on veut pas les garder, on les garde pas. Ça, il n'y a pas de problème. Très bien. Alors, on a parlé des professionnels. Une question du point de vue des patients. Les COS étant stockés sur le DMP, les examens seront-ils visibles pour les patients sur mon espace santé? Oui, alors peut-être que j'ai pas été suffisamment explicite dans l'explication, dans la présentation. C'est bien l'idée. C'est-à-dire qu'on est dans mon espace santé. Voilà, je suis dans mon espace santé. Je veux mettre dans la peau d'un patient. J'ai un compte rendu. Je vais ouvrir ce compte rendu dans mon espace santé après avoir reçu la notification comme quoi j'avais un nouveau document disponible. Je vais cliquer sur le lien qui est donc dans le compte rendu. Et à ce moment-là, ça va charger les images au travers du viewer. Donc, mais c'est bien dans mon espace santé qu'on va déclencher cette action-là. Et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on s'appuie sur toute la mécanique du DMP, puisque finalement, on n'invente pas quelque chose de nouveau. Et là encore, je rebondis sur l'idée initiale, hein, qui était la bonne. C'est qu'on a le DMP qui encadre tous les documents, et les images, notamment pour des raisons de taille, comme ça a été dit tout à l'heure, on va les laisser à l'endroit où elles se trouvent, et au lieu de les faire remonter dans le DMP, on va aller les chercher, mais in fine, c'est bien dans le carnet de santé du patient qu'on va y accéder. Alors, une question justement corollaire à ça un peu, hein, et on entend qu'on capitalise sur l'actif qu'est le DMP. Faudra-t-il une autorisation du patient pour autoriser la consultation de ses examens antérieurs? Donc, je sais qu'il y a des discussions un peu similaires sur le DMP. Donc, Alors, c'est plutôt une non-opposition, c'est-à-dire que ce qu'on va vérifier, on va se mettre dans le cadre du professionnel de santé qui accueille un patient, et le professionnel de santé a besoin d'aller chercher une antériorité. Il doit s'assurer, et c'est tracé dans le RIS, hein, ça va être tracé dans le RIS, alors OLG c'est pas important, en tout cas dans le logiciel du patient qui va demander, qu'il a bien posé la question et que le patient ne s'est pas opposé. Voilà. On est encore là aussi dans cette logique de mon espace santé, où chaque Français a été doté d'un carnet de santé numérique, de mon espace santé, il pouvait s'y opposer. Voilà. Mais sauf opposition, il avait ce carnet de santé qui va certainement servir un jour ou l'autre. On est exactement dans la même logique sur la consultation. Le patient, dans son espace santé, peut dire non, tel médecin je veux pas, tel médecin je veux pas. Voilà, c'est la liberté de chacun, et l'outil est conçu pour ça. Et donc pour l'imagerie, c'est pareil, puisqu'on est sur les mêmes bases, sur les mêmes fondations. très bien. Alors, on a présenté le projet DreamM, vous représentez la délégation du numérique en santé. Il y a quand même une question qui m'est posée, je vais la relayer. Est-ce que la Dreambox fonctionne également en Outre-mer? Alors, c'est la France, et on y est très très attaché. Donc oui, bien sûr, hein, et voilà. Et pour la petite histoire, je m'occupe aussi du suivi des régions, du déploiement du Ségur du numérique en santé en région, et notamment des Outre-mer que je vais voir de temps à autre pour vérifier que tout se passe bien. Donc, même moi, à titre personnel, j'y serai particulièrement vigilant. Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Si tu veux qu'on t'accompagne pour expliquer, il n'y a aucun problème. La Polynésie, non? Ah si, moi. Non, mais c'est important. Et on va reprendre un cas d'usage tout simple. Hein. Quelqu'un qui, alors je ne lui souhaite pas bien entendu, mais a un problème sur son lieu de vacances, Martinique, Guadeloupe, Guyane, peu importe. Il est pris en charge au CHU, il rentre, il retrouve son radiologue là où il habite, M. Massion, M. Champsor. Il va falloir aller voir les images. Donc je dirais presque encore plus dans les dom-toms. Il ne va pas se balader avec une pochette de films dans l'avion, et de toute façon les films, ça n'existe plus. Voilà, donc c'est QFD quelque part. Donc voilà les DROM rassurés. Une question peut-être un peu plus technico-fonctionnelle. Y aura-t-il du pré-fetching? C'est encore une bonne question. Donc le pré-fetching, pour le vulgariser, c'est la possibilité de précharger des images en fonction de la prise de rendez-vous. Voilà. Et ça, M. Masson l'a très bien dit, c'est au moment du JFR qu'on va commencer à voir quel éditeur propose quoi. On n'a pas imposé le pré-fetching, le préchargement, je préfère employer ce mot-là et pas l'anglicisme, on l'a pas prévu dans le cadre réglementaire, parce que c'était pas l'objet essentiel du partage. Maintenant, si certains éditeurs jugent que c'est une valeur ajoutée
dans leur Dreambox, libre à eux de le proposer, libre à eux de convaincre les radiologues que c'est le bon choix. C'est aussi simple que ça. Donc c'est aussi un espace de liberté finalement qu'il y a autour du cadre réglementaire et qui va faire aussi la richesse des solutions. Bon, ce sera peut-être une question pour la FNMR et sa et comparaison. le prix des solutions, parce que ça c'est une chose qu'on n'a pas évoquée, mais qui intéresse beaucoup les radiologues libéraux, comme je vous disais, qui investissent eux-mêmes, c'est que il y a comment dirais-je, comme quand on achète une voiture, certaines voitures allemandes, on achète la caisse et puis après il y a toutes les options. Bon, ben là la caisse c'est offert par l'État, disons, c'est pris en charge par l'État. Les options, ben ça, c'est les radiologues qui devront les choisir et qui les paieront. Et donc, c'est là où ça va être effectivement très intéressant de voir ce que font les uns ou les autres, ou les uns et les autres. Et ça sera au radiologue de choisir en fonction de ce dont il a besoin ou de ce dont il pense qu'il aura peut-être besoin quand ce sera opérationnel. Comme le dit Jean-Philippe, c'est avoir un coût, tout ça. C'est-à-dire, si on fait du pré-fletching, c'est-à-dire qu'on va, ça veut dire télécharger de façon automatique tous les antécédents des examens des patients qu'on va avoir dans la journée ou le lendemain, ça représente un mouvement énorme. Donc, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est raisonnable? Et puis, en termes de coût, en termes de mémoire, parce qu'il va falloir mettre une mémoire énorme dessus. Donc, tout ça, effectivement, ça doit être réfléchi et véritablement pondéré par le coût et l'intérêt. Ouais. Du coup, pour conclure et pour rebondir, c'est aussi l'expérience terrain, les fameux 2 ans là, qui arrivent à l'usage. On va voir ce qu'on peut ajouter autour. Et vraiment, j'insiste, on compte beaucoup aussi sur la créativité des entreprises qui sont engagées. Il y a des usages qu'on imagine aujourd'hui. Et des radiologues, parce qu'en France, il faut savoir une chose, c'est que les radiologues publics et privés en France sont probablement ceux qui, au monde, ont le plus d'idées sur le numérique, ont des exigences supérieures à tous les autres pays. Je peux vous assurer qu'une fois qu'on va leur mettre un outil comme ça entre les mains, des idées, ils vont en avoir. Et nous, on sera là pour les accompagner et pour jouer notre rôle comme on l'a fait sur cette conception. À bon entendeur pour les industriels, préparez-vous. J'ai une question très spécifique. La Dreambox sera-t-elle adaptée pour la PDS-ES? Alors ça, c'est une excellente question. Et là, la réponse, elle est simple et directe. C'est non. C'est non parce que la Dreambox, elle va permettre le partage du compte-rendu. Et donc, la PDS, c'est la prise en charge avant le compte-rendu, c'est le process de soins. Et donc, les images étant partagées à l'issue de la validation du compte-rendu, ce qui se passe avant n'est pas utilisable. Voilà. Donc, ça ne fait pas partie de la Dreambox. Mais là, je vais revenir encore une fois sur les histoires d'options qui ont été bien résumées. Si un éditeur dit dans ma Dreambox, je fournis le cadre réglementaire, mais en plus, je permets des échanges directs dans le cadre de la permanence des soins, c'est une possibilité. Voilà. Mais en tout cas, ce n'est pas dans le cadre réglementaire Dreambox qu'on a conçu. Il faut faire attention, c'est que permanence des soins, on va parler de téléradiologie, et dans un cadre extrêmement précis et défini en France. Et on a construit un cadre en France qui a été co-construit avec José Le Salle pour la FNMR et moi-même, qui avons rédigé une charte, et que ça ne peut pas se faire comme ça. Donc, on rentre dans un autre projet, et à un moment donné, à tout vouloir faire avec le même outil, on risque de faire un peu n'importe quoi. Donc, faire très attention à bien respecter les cadres qui ont été mis pour ces différents usages. Donc, commençons par déployer sur le terrain et on verra après s'il faut adapter sur la permanence des soins. Clairement, pour insister et rebondir, hein, la téléradiologie, c'est un vrai process de soins. C'est extrêmement compliqué de bien prendre en charge les patients en téléradiologie. Et la Dreambox, dans sa conception, c'est pas fait pour ça, tout simplement. On en revient au besoin. Hein. Le besoin que je vous ai présenté au départ, c'est pas la téléradiologie. Donc la réponse n'est pas la téléradiologie. Réponse très claire. Une autre question, un peu plus sur la source quelque part, de Mathieu Capon qui dit « Comment s'assurer dans un établissement que la consultation est bien réalisée par un personnel autorisé, médecin, manip, administrateur du PACS? Comment sont gérées les autorisations d'accès ?» Je la prends, c'est encore pour moi. J'en reviens à la diapo de tout à l'heure, ProSanté Connect, hein, qui est la clé de voûte. Hein, alors là, pour le coup, je ne parle pas que de la Dreambox, hein, je parle de la vague 2 de façon plus générale. Il n'y aura pas d'autre façon de faire. Donc, ça va permettre de vérifier tout ça. Bien entendu, tout ça est tracé au niveau du DMP et ça s'appuie sur la matrice d'habilitation. Donc, les professionnels de santé qui sont autorisés dans la matrice d'habilitation
tout simplement au travers de ProSanté Connect, vont pouvoir se connecter et aller consulter. Voilà. Si le patient, mais c'est encore une fois comme pour mon espace santé, il y a un professionnel de santé qui consulte ces documents, il est notifié. C'est la CPS donc, qui sera la clé, ou une CPS numérique. Alors, une CPS ou un certain nombre de mécanismes, mais en tout cas, la clé de voûte, c'est ProSanté Connect. En faisant le maximum du coup pour vous simplifier la vie. Je sais qu'on ne l'a pas toujours fait, mais en tout cas, l'idée est vraiment de... je vais reprendre l'exemple de la voiture, si je peux me permettre. Quand on démarre la voiture le matin, on ne se pose pas la question du moteur. C'est ce qu'on cherche à faire tout simplement. Avec tous ces dispositifs-là, vous avez besoin de voir les images. Là, il ne faut pas se poser la question de où cliquer et est-ce que ça va marcher. Jean-Marc, en pratique, chaque patient, il pourra voir sur son DMP qui a consulté ces images. Oui. Ça, c'est un élément fondamental. C'est la même mécanique. Hein. On est notifié aujourd'hui si un professionnel de santé accède à un document, le patient le sait. Hein, c'est le carnet de santé numérique du patient. Voilà. Donc le patient, effectivement, est au courant et c'est fondamental. C'est fondamental pour, je dirais, la confiance de tous les citoyens dans le dispositif, hein, surtout en ce moment, on vit des époques compliquées en termes de cybersécurité, d'exposition au risque, d'éthique, etc. Si le patient n'est pas informé de ce qui se passe sur son dossier de santé, ça ne marche pas. Voilà. Donc on l'a vraiment mis au cœur de nos préoccupations. Déjà, il y a un angle éthique, déontologique pour votre métier, et puis aussi sécuritaire pour nous. L'audience est assez réactive. Et certains ont déjà réagi sur la CPS en disant mais oui, mais les radiologues, en l'occurrence en libéral, c'est pour ça que j'ai parlé d'ICPS aussi. Non, ont rarement leur CPS parce qu'elles servent surtout à la facturation. Une réaction, j'en suis c'est tout à fait exact. CPS, je sais pas où elle est. Si, je sais où elle est. Elle est au secrétariat et effectivement, elle ne sert qu'à la facturation. Mais c'est pour ça qu'il y a les ICPS, c'est-à-dire des CPS dématérialisés qui serviront à accéder justement à cet espace santé du patient. Quand on regarde la crise du Covid, on a beaucoup mis en œuvre la ICPS. Et on était notifié très régulièrement sur une tentative d'usage de sa ICPS. C'était tous les jours. Dans les tentatives de pouvoir accéder à la vaccination avec ça. Donc ça fonctionne bien. Oui, ça fonctionne bien. On retombe à nouveau sur cet aspect sécuritaire. Nous, au ministère, on a vu, hein, on a eu des chiffres sur effectivement ces aspects sécurité, les tentatives d'intrusion. Oui, c'était pas anodin. C'était pas du tout anodin et encore, c'était énorme. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de parler un peu au passage aussi du risque cyber. Hein. Là, on construit un maillage, avec des relais partout. Il va y en avoir des centaines, peut-être des milliers. Et donc, il faut que ce soit vraiment bien conçu, robuste au niveau sécurité. Mais le maillage et la distribution est plutôt un élément de sécurité que la concentration en réalité. On le voit bien. Et les grands du numérique pratiquent la distribution au bénéfice de la sécurité. Tout à fait. Merci beaucoup pour vos interventions. On a encore quelques questions, mais je vois que l'heure tourne. Je propose donc de conclure un peu cette table ronde avec peut-être un mot de la fin pour chacun, professeur Chamsor. Je crois qu'on est très heureux, radiologues français, d'accompagner ce projet et de le voir mis en œuvre. On est très content de voir une collaboration publique-privée avec le ministère au service des patients qui va pouvoir sortir de terre grâce aux industriels. Et je crois que c'est une étape importante pour la bonne prise de nos patients en France. Et je crois que on en est fiers, on est très content d'y participer. Merci. Jean-Philippe Masson. Moi, je suis toujours impatient et ce qui m'intéresse, c'est ce qui va se passer après. Donc, pour moi, ça, c'est fini. La Dreambox, c'est opérationnel pratiquement. On l'a dans nos services à partir du début de l'année. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire après? Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? Ça va être les demandes dématérialisées des examens, ça va être les comptes rendus structurés, ce qui permettra d'aller les chercher plus facilement avec des outils d'intelligence artificielle. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est après. Juste un mot, je rebondis parce que la demande dématérialisée, ça fait très longtemps qu'elle a été mise en œuvre. Hein, on voulait la mettre. Pourquoi elle n'a pas été mise en œuvre? Parce qu'elle ne faisait pas intervenir que les radiologues. Et ce qu'on voit bien, c'est que la filière radiologue, numérique et ministère, elle va très très vite. Il va falloir que tous les médecins s'y mettent aussi, et qu'ils accompagnent le mouvement. Et sur la demande, c'est très important. Ça va éviter les doublons, les pertes de rendez-vous parce que ils ont pris des rendez-vous pour certains dans 3 ou 4 centres en même temps. Et donc effectivement, il va falloir que
on amène tout le monde au même degré de maturité que la communauté des radiologues. Donc encore beaucoup de travail à la DNS, Jean-Marc Chélier. Tant mieux. Tant mieux, on sait pourquoi on se lève le matin, à la fois pour les professionnels de santé et les patients. Et finalement, moi, les mots de conclusion en fait que j'aurais, c'est les mots que vous avez eus. C'est déjà cette collaboration qui est unique. Hein. Enfin, il y a eu des soirées, des vraies belles soirées de construction, et on arrive à quelque chose qui marche. Et du coup, oui, bien sûr, on est déjà tourné vers l'avenir. C'est pas les idées qui manquent, parce qu'on va avoir un socle solide. Et sur ce socle solide, on va pouvoir bâtir d'autres choses. Donc moi aussi, j'ai hâte de la suite. Merci beaucoup. Je crois qu'on a passé 45 belles minutes ensemble. J'espère que vous avez appris plein de choses. À une semaine des JFR, on trouvait que c'était important de vous partager un peu toute cette information. Rendez-vous à JFR pour les prochains échanges.